La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. Et vous le recevez d'ailleurs tout de suite, Stéphane Pedrazzi. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. Directeur des rédactions d'Investir. On va parler ce matin des méga deals de Trump. Comment est-ce qu'on les analyse? Comment est-ce qu'on s'adapte en tant qu'investisseur pour éviter d'en être victime? D'abord, on va planter le décor. Vous voyez 4 deals de Trump qui ont été annoncés cette semaine ou ces derniers jours. Oui, absolument. 4 méga deals, comme il aime les appeler. Premier deal, bien sûr, c'est le deal russe, avec ce rapprochement spectaculaire entre les États-Unis et la Russie qui déstabilise un petit peu tout le monde. Là, on voit un Donald Trump qui veut reproduire l'histoire et le succès de Nixon il y a 53 ans. C'était en février 53. Eh bien, Nixon avait rencontré à Pékin Mao pour essayer de marginaliser l'URSS. Ça avait bien fonctionné avec son conseiller Henry Kissinger. Et là, ils essaient de faire la même chose en se rapprochant des Russes pour isoler la Chine. C'est un pari qui n'est pas forcément gagnant à court terme. Mais si jamais la Russie devenait neutre, ce serait déjà un pas en avant, bien sûr, pour Trump. Il arrive dans la corbeille avec quand même comme proposition un partage de l'Ukraine et puis tout de suite une reprise du business, une reprise des affaires entre les États-Unis et la Russie. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des rentrées d'argent à Moscou. Donc ça, c'est le premier deal qu'il a mis sur la table. Le deuxième méga deal, c'est le deal des terres rares qui est en négociation actuellement. C'est un deal un peu au forceps, puisqu'il force la main de Zelensky pour obtenir des minéraux, notamment les fameuses terres rares. Ce sont des minerais qui sont très utiles dans les industries à haute technologie, puisqu'ils résistent à la chaleur, ils résistent à la corrosion. Et ça, on le voit, Trump, pour lui, c'est extrêmement important. On l'a vu il y a quelques semaines avec son envie de Groenland pour les États-Unis. Là, il a trouvé l'Ukraine qui pourrait lui apporter des minéraux, sachant que c'est la Chine qui est le grand producteur de terres rares. La Chine, à elle seule, produit plus de 70% des terres rares. Et donc, le deal russe et le deal des terres rares, c'est censé réduire l'influence de la Chine. Et donc ça, c'est ces deux grands paris du moment. Donc, des paris contre la Chine, et puis 2 grands deals liés aux mesures plutôt économiques. Plus de recettes, moins de dépenses. Moins de dépenses, on l'a vu, bien sûr, c'est le deal militaire. Les États-Unis veulent réduire à peu près de 8% par an leurs dépenses militaires. Ça représenterait au bout de 5 ans 300 milliards de dollars d'économie. Et ces 300 milliards, ils les trouvent où? Eh bien, en réduisant les dépenses militaires allouées à l'Europe. Charge à l'Europe, bien sûr, de se réarmer. Et ça, le message a été bien perçu. On a eu cette semaine le Premier ministre britannique qui a expliqué que le Royaume-Uni allait davantage dépenser pour sa défense. Ils investissaient 2,3% de leur PIB en armement. Ça sera 2,5%. Ça représente à peu près plus de 16 milliards de plus par an. On a une France qui se réarme. Dans le budget 2025, on a 50 milliards alloués à la défense. C'est 3,3 milliards de plus qu'il y a un an. Et on vise 67 milliards. Donc on voit qu'il y a une accélération. Même le futur chancelier allemand est en train d'expliquer qu'il faut se réarmer. Il faut une défense propre à l'Europe. Ça, c'est le deal, bien sûr, militaire. Et puis, on a un deal économique, deal tarifaire, où là, on le voit, on vient d'en parler, il y a un peu une zizanie, mais il veut taxer davantage pour obtenir des recettes. Et là, la proposition, c'est de taxer tout simplement de 25% les importations européennes. Que Karine Dijoux nous pardonne, on va parler de deal, terme anglo-saxon, et surtout, on va voir ce que ça signifie pour les investisseurs. D'abord, le deal russe, à court terme, il semble profiter au marché boursier européen. Pour quelle raison? Parce que ça éloigne la perspective d'une guerre, en tout cas à court terme. Depuis 2022, l'Europe subit une guerre sur son sol. Ça, bien sûr, fait fuir des investisseurs. Et là, le fait qu'il pourrait y avoir une paix à court terme, c'est-à-dire dans quelques semaines, eh bien, ça enlève un risque sur le marché européen. Le marché européen a été sous-pondéré par les investisseurs qui ont préféré beaucoup les États-Unis. Et là, on le voit, depuis le début de l'année, on a un CAC 40 qui gagne près de 10%. Les marchés européens progressent dans les mêmes niveaux, alors que Wall Street est stable. Donc, on revient sur l'Europe
parce qu'il y a cette perspective de paix. Les terres rares, qu'est-ce que ça peut changer pour les investisseurs? Les terres rares et globalement le fait qu'il y aurait moins de sanctions avec la Russie, eh bien ça baisse la pression sur le coût des matières, ça baisse la pression sur le coût de l'énergie, et donc ça c'est des mesures qui sont plutôt qui vont à l'encontre de l'inflation, et donc ça c'est également bien perçu par les investisseurs. Les dépenses militaires, vous l'avez dit, le chiffre est considérable. Là, on change de paradigme en termes d'investissement. Oui, on change complètement de paradigme. D'abord, la première conséquence qu'on a pu voir sur les marchés, c'est une baisse des cours des valeurs de défense américaines, puisqu'il y a une réduction du budget américain, et une envolée, une nouvelle fois, des cours de bourse des valeurs de défense européennes. On l'avait vu au moment de l'entrée en guerre de la Russie et de son invasion de l'Ukraine, en février 2022. Là, on le voit encore au début de l'année. Depuis le début de l'année, les valeurs de défense européennes ont gagné en bourse entre 20 et 60%. 60%, c'est l'allemand Rheinmetall, et autrement, BAE Systems, Saab, Thales se sont envolés littéralement en bourse. En ce qui concerne le deal tarifaire, les économistes sont beaucoup plus partagés. Selon eux, ce sera inflationniste aux États-Unis avec évidemment une conséquence sur les politiques monétaires. Oui, là c'est vraiment un deal qui fait peur à tout le monde parce que ça va créer de l'inflation, ça va déstabiliser le consommateur américain. C'est pas bon, bien sûr, pour l'industrie et notamment l'industrie automobile allemande. Et ça crée beaucoup d'incertitudes. Et ça, on le voit, ça commence à peser sur le moral des consommateurs américains. La question qu'on se pose à présent, c'est quel sera le prochain deal de Donald Trump? Alors il est par définition assez imprévisible, mais on a quand même une idée. Oui, on a une idée, en tout cas c'est ce qui circule sur les salles de marché, c'est un deal pour faire baisser le dollar. Le grand souhait, la grande envie du moment de Donald Trump, c'est d'avoir une monnaie beaucoup plus compétitive pour exporter davantage. Et là, il essaie de voir comment il peut faire jouer sur cette monnaie. C'est pas facile. Et on a eu une belle alerte de Warren Buffett, qui est le patron de Berkshire Hathaway, et qui expliquait que les États-Unis avaient besoin d'une monnaie stable. Donc on voit que cette volonté de jouer sur les devises, c'est un peu de l'apprenti sorcier, et ça commence à faire peur à quelques grands patrons qui, eux, n'ont pas peur de s'exprimer. Il nous reste une minute. Quelles sont les limites de cette stratégie ? La seule limite aujourd'hui qu'on voit à Donald Trump et à son envie de deal et de déstabilisation, c'est le consommateur américain. Le consommateur américain, là on le voit, il a son moral qui est au plus bas depuis juin. Il commence à redouter cette instabilité, il redoute ces mesures inflationnistes. Il a toujours du mal à se loger et ça se matérialise par l'évolution des taux d'intérêt à 10 ans. On voit que le taux d'intérêt à 10 ans américain a reculé depuis un mois. Parce que ça montre que finalement l'économie américaine n'est pas aussi solide et que cette approche de grands paris, de déstabilisation, de cette volonté de disruption, eh bien ça pénalise la vie de tous les jours des Américains. Et finalement, Trump a été élu sur le pouvoir d'achat. Il faut qu'il trouve des solutions pour le pouvoir d'achat des Américains. Et pour l'instant, c'est pas encore tout à fait gagné. Demain, samedi, le magazine Investir sera dans les kiosques, comme tous les samedis. De quoi est-ce que vous parlez cette semaine ? On parle d'immobilier. On est dans une crise immobilière sur le logement locatif. Mais comme les prix ont beaucoup reculé, eh bien aujourd'hui, c'est à nouveau intéressant. Et donc, il y a des opportunités de bien acheter pour bien louer. Et ça, dans à peu près 35 belles villes de France. Merci beaucoup François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. Pendant que nous échangions, Marc Bourreau a revêtu son costume d'académicien. J'ai sorti le dictionnaire. Et voilà, et il a un terme français à nous proposer. Pour oui, deal. je vous le donne en mille. Accord, tout simplement. Le deal, l'accord. Quoi qu'avec Donald Trump, quand même, c'est plutôt un accord à sens unique. Et voilà, ça en tout cas, on aura une autre définition peut-être un jour. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Elle ne parle pas de deal, Karine Dijoux, ce matin, mais elle a quand même repéré d'autres défauts dans notre maîtrise.